Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, bilan mitigé pour George Weah après un an passé à la tête du Libéria. Son gouvernement peine à contenir l'inflation qui affecte l'économie nationale. Des mesures pour lutter contre la pauvreté avaient pourtant été annoncées. Le polyester en lieu et place du coton, c'est le choix qu'une entreprise égyptienne de recyclage de bouteilles en plastique a décidé de faire. La fibre de polyester, une alternative moins chère au coton. Et puis en Afrique du Sud, des hymnes à la liberté chantés par l'ancien président Jacob Zuma suscitent la polémique au sein du gouvernement. L'ancien président vient de sortir un album en coopération avec la municipalité d'Etequini. Mais tout d'abord, Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République démocratique du Congo, sera investi ce jeudi 24 janvier. La Cour constitutionnelle a validé le 19 janvier sa victoire au scrutin présidentiel du 30 décembre 2018. Et sachez que vous pourrez suivre en direct sur Africa 24 la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi ce jeudi à partir de 9h GMT. Son arrivée à la tête du Libéria le 22 janvier 2018 a fait susciter une lueur d'espoir chez les citoyens, avec notamment l'annonce de son programme de lutte contre la pauvreté. Un an après son élection, quel bilan pour le président George Weah? Les Libériens, eux, sont toujours dans l'attente de la réalisation de ses promesses. Angelo Megno. 22 janvier 2018, il y a un an de cela. L'ancienne gloire du football George Weah prenait la tête de son pays, le Libéria, en tant que président de la République. Son élection avait suscité de grands espoirs avec l'annonce d'un vaste plan de lutte contre la pauvreté. Mais les promesses de campagne tardent à se réaliser et l'espoir des populations finit par céder à de l'impatience. C'est essentiellement une question notamment de gouvernance, parce que tellement de chantiers à reconstruire. Le Libéria est sorti d'une guerre civile de 15 ans. Donc en 2003, avec l'arrivée notamment de Hélène Sirleaf, après une mission des Nations Unies, Hélène Sirleaf était dans un chantier de transition démocratique. Donc Weah doit axer son mandat sur le développement. Donc les attentes sont tout à fait nombreuses par rapport aux exigences des populations actuellement au Libéria. Selon des études, 80% de la population libérienne vit avec moins d'1,25$ par jour. Cette situation est notamment due à une inflation que le gouvernement peine à contenir et une économie profondément fragilisée par 15 années de guerre civile. À cela s'ajoute l'épidémie d'Ebola qui a sévi dans le pays et la chute des cours des matières premières. Il y a quand même des raisons d'espérer, parce que le premier mandat de George Weah actuellement, le mandat qui est en cours, c'est un mandat notamment qui s'inscrit dans une mesure de transition. Donc George Weah doit notamment mettre les fondamentaux, faire des véritables réformes institutionnelles et réglementaires. Et évidemment, c'est dans 4 à 5 années que les résultats seront plus visibles. Grâce à son programme de développement, l'État libérien a pu mener certaines réformes comme la suppression des frais de scolarité au premier cycle. Mais le problème d'infrastructure demeure. Pour George Weah et son gouvernement, les défis restent encore de taille. Vers une possible baisse du taux d'intérêt bancaire au Kenya, des députés envisagent d'amender la loi sur le plafonnement à 4% des taux d'intérêt bancaire institué en 2016. Objectif, maintenir les prix des prêts à un niveau bas et faciliter l'accès au crédit. Nathalie Mo. Les députés kenyans examinent un projet de loi visant le relèvement des taux d'intérêt bancaires pour les PME et les particuliers. Le nouveau modèle de tarification permettra aux banques de pratiquer des taux d'intérêt de 15% contre 20% actuellement. Un amendement qui devrait encourager les banques à accorder des crédits à des clients considérés comme à risque. Le taux d'intérêt de certains clients comme les PME ou les personnes individuelles, cela relève l'intervention de l'État dans un marché, et notamment le marché financier. Et cela risque de créer des distorsions. En septembre 2016, le Kenya a mis en place un plafonnement dans un contexte où les taux d'intérêt bancaires dépassaient 20%. Seulement, cette loi a conduit à la réduction des prêts accordés aux PME et aux particuliers. En 2018, la Banque centrale du Kenya a indiqué que l'accès au crédit est resté en dessous du ratio de 12 à 15%. L'État doit pouvoir trouver des mécanismes permettant de mettre d'accord les deux, par exemple en proposant sa garantie aux banques. En mai 2018, le Trésor public kényan annonçait son intention de garantir les prêts des banques commerciales aux PME dans le cadre des efforts visant à réduire leur profil à risque, à maintenir les prix des prêts à un niveau bas et à faciliter l'accès au crédit.
Alors qu'il était sans aucun doute le tissu du 19e et du 20e siècle, l'utilisation du coton dans l'industrie du textile est en déclin ces dernières années. En cause notamment son coût de production élevé. En Égypte, une usine de recyclage a trouvé une alternative, utiliser des bouteilles en plastique recyclées pour produire de la fibre de polyester, un tissu moins cher que le coton. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Réputé dans le monde entier grâce à ses très longues fibres, le coton égyptien a été au 19e siècle la principale source de richesse du pays. Mais des décennies d'une concurrence internationale virulente face notamment au coton à fibres courtes, bon marché et très prisé par des mastodontes du textile, ont mis à mal la filière égyptienne. En Égypte, l'usine Pharos Polyester Staple Fiber a décidé de s'adapter en utilisant des bouteilles en plastique recyclées pour produire de la fibre de polyester, une alternative moins chère au coton. L'utilisation du coton a diminué de manière importante. D'abord parce qu'en Égypte, on plante moins de coton et au niveau mondial également. Pour les fabricants de textiles, le polyester est une alternative moins coûteuse au coton. Produire du coton est coûteux et énergivore. Un jean nécessite entre autres 2 kg d'engrais chimiques et consomme l'équivalent de 25 litres de pétrole selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pharos Polyester fait partie des rares usines de recyclage émergentes qui réutilisent des bouteilles en plastique pour fabriquer la fibre polyester. Les propriétaires d'usines de recyclage estiment que ce tissu moins coûteux peut combler le déficit d'approvisionnement causé par le déclin de l'industrie cotonnière historique en Égypte. Les gens doivent comprendre la valeur de cette bouteille. Vous pouvez confectionner des vêtements à partir de cette bouteille, même si vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous pouvez créer des costumes à partir de cette bouteille. Vous pouvez créer des chemises et des pantalons. C'est parce qu'un pourcentage de polyester s'y trouve. Cette bouteille porte les mêmes gènes que le coton naturel. C'est pour ça qu'au lieu de la jeter, nous l'utilisons. De 2017 à 2018, le prix du quintal de coton est passé de 3 000 livres, soit 145 €, à 2 700 livres, soit 130 €. Les efforts récents du gouvernement égyptien aident à augmenter la production, mais les fabricants affirment que malgré la baisse des prix, l'achat de coton reste cher. C'est ici que la fibre de polyester comble un vide. Le polyester fabriqué à partir de fibres recyclées est de plus en plus demandé sur le marché et vient s'ajouter au tissu autrefois en pur coton utilisé dans le textile. La crise perdure au sein du football malien. Le comité de normalisation de la Fédération malienne de football peine à appliquer une décision du tribunal arbitral du sport prise en novembre 2018. Le CONOR a récemment publié la liste des clubs devant prendre part à l'ouverture du championnat national de football. Un groupement de clubs conteste l'interprétation de l'exécution de la sentence du TAS et demande au CONOR de revenir sur sa décision. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Mokhtar Bari. Conformément à la sentence du tribunal arbitral du sport du 15 novembre 2018 qui demande aux instances maliennes de football de revenir à la situation d'avant le déclenchement de la crise en janvier 2015, certains clubs qui sont en première division aujourd'hui sont priés de répartir en deuxième division avec un nombre d'équipes qui repasse de 20 à 16. Les dirigeants de clubs en question ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de mauvaise interprétation de la sentence par les comités de normalisation. Si vraiment le CONOR est réellement, cette équipe est venue pour normaliser le football, normalement, doit nous écouter, doit nous appeler et on doit parler. Sinon, sans ça, nous, Ligue de Bamako, nous ne sommes pas prêts à jouer au football. Arrivé dans un contexte de crise pour réconcilier les acteurs, le comité de normalisation se trouve aujourd'hui pris entre deux feux. Celui du TAS dont les décisions sont irrévocables et celui des clubs estimant n'être que des victimes collatérales. Les deux clubs se sentent lésés alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la crise et aujourd'hui ils demandent à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Or si eux ils veulent être rétablis, ça va être difficile d'appliquer la sentence de la TAS qui voudrait qu'on revienne en arrière, qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé depuis la crise jusqu'à maintenant et qu'on reprenne là où la crise avait commencé avec les mêmes clubs pour ouvrir le championnat, sauf que cela n'arrange pas tout le monde. Des marches de protestation ont été enregistrées tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Rappelons que le championnat qui devrait démarrer le 17 janvier a été suspendu sur demande du ministère en charge du sport, histoire de trouver un consensus. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a sorti un album en collaboration avec la municipalité d'eThekwini. À travers ses chansons, l'ancien chef d'État promeut la culture et le patrimoine sud-africain, une initiative qui ne fait pas l'unanimité. L'opposition y voit en effet un gaspillage de fonds publics. Vina Nodin.
commémorer le rôle joué par les chansons de libération dans le mouvement anti-apartheid. C'est l'objectif que s'est donné la municipalité d'Itwekwini en Afrique du Sud. Pour y parvenir, elle a financé un album de chansons de protestation interprété par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, un contrat d'enregistrement qui suscite la controverse. Cela pourrait être un meilleur choix de carrière pour lui, donc je pourrais acheter son album. Avec l'argent qu'il se fera, il ne pourra pas le donner à ses épouses, mais remboursera l'argent des contribuables. Si le projet a suscité des réactions mitigées de la part des citoyens et a scandalisé le parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, qui y voit un gaspillage de fonds publics, pour les autorités locales, il s'agit de faire la promotion de la culture et du patrimoine. Il y a environ 80 ans, 90 ans de toute l'histoire de la lutte de libération que nous avons perdue parce que ces chansons n'ont jamais été conservées. Alors ces 3 dernières années, nous avons essayé d'engager de nouveaux musiciens pour les faire revivre. Nous avons ensuite découvert qu'ils ne pouvaient pas être dans le personnage parce qu'ils ne comprenaient pas l'atmosphère qui régnait à ce moment-là. Ils ne comprenaient pas l'arrière-plan. Pour eux, il s'agissait simplement de chanter alors que pour nous, nous voulions aussi capter l'atmosphère. Pour rappel, au cours de la lutte contre le régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, les chansons ont joué un rôle vital en mobilisant le soutien populaire et en boostant le moral des manifestants. Pour les autorités locales, cet album fait partie des mesures de préservation du patrimoine culturel du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.